Voilà. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à vous toutes et tous d'être là, d'être présents pour cette rencontre organisée par les Territoires de la Mémoire, rencontre avec Salomé Saké, que nous remercions vivement de sa présence. Merci beaucoup. Je ne serai pas très long, juste quelques mots d'introduction sur le contexte de cette soirée. Cette soirée, c'est un peu le coup d'envoi d'un festival qui s'appelle le Festival Porte-Voix. Vous avez reçu d'ailleurs des petits flyers, je pense, qui le présentent. C'est un festival qui est porté par les 3 associations de la Cité Miroir, donc les Territoires de la Mémoire, le Centre d'action laïque de la province de Liège et la SBL MNEMA, ainsi qu'avec une vingtaine de partenaires, associations, institutions liégeoises, pour mener une série d'activités, spectacles, conférences, animations, expos, un peu tout, sur le contexte de la démocratie, et ce jusqu'au 9 juin, date, vous l'avez compris, des élections en Belgique, élections quasi totales, à part les communales qui auront lieu en octobre. Donc voilà, cette rencontre s'inscrit dans ce contexte-là. Vous pouvez voir aussi derrière moi quelques phrases qui s'impriment, qui sont des phrases qui, elles aussi, s'inscrivent dans un contexte spécial qui est également un contexte appelé Porte-Voix, mais le projet Porte-Voix, lui, qui a été mené depuis maintenant plus d'1 an par les Territoires de la Mémoire et qui consistait à recueillir les paroles et les exigences des gens dans la perspective également des élections. Et au cours de l'analyse de ces paroles, on s'est rendu compte notamment que le thème de la jeunesse, et notamment la parole des jeunes, revenait de façon massive, d'où d'idées, non seulement d'un entretien, mais d'une conférence également avec Salomé Saké sur le sujet. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Juste vous annoncer que le livre de Salomé Saké sera en vente à l'Escale après la conférence et qu'une séance de dédicace est également prévue, au cours de laquelle vous pourrez également prendre un verre et prolonger la discussion. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et je cède la parole à Milena et à Salomé Saké. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est à mon tour de vous remercier d'être là ce soir, en nombre en plus. Donc on a le plaisir de recevoir Salomé Saké. Merci d'être avec nous ce soir et de participer à cette rencontre. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc avant de réellement commencer notre échange, je voudrais prendre un petit instant pour vous présenter quelque peu. Donc vous êtes journaliste, vous avez 28 ans et vous couvrez régulièrement les thématiques de la politique, de l'économie, de l'écologie et du féminisme. Vous êtes passé entre autres par les rédactions de France 24, la chaîne de télévision de l'Assemblée nationale française, Arte, France 5, mais aussi de Radio France. Et alors, ça fait un peu plus de 3 ans que vous faites partie de la rédaction de Blast, Le Souffle de l'Info, qui est un site de presse en ligne et une web TV. Et donc là, vous êtes journaliste, mais également directrice du pôle économie. En parallèle, vous écrivez des chroniques sur la politique et l'économie pour le magazine bimestriel Socialterre. Et alors, depuis octobre 2023, on peut également vous retrouver de manière mensuelle en tant que chroniqueuse chez France Inter sur des questions économiques, écologiques ou encore féministes lors du débat de 9h de la matinale. Alors, vous avez publié votre premier livre, donc Sois jeune et tais-toi, qui est la raison de notre rencontre ce soir, qui est donc sorti en mars 2023 aux éditions Payot et Rivage. C'est une enquête que vous avez réalisée sur la jeunesse en partant des reproches qui sont faits justement à l'encontre de cette jeunesse. Et par des témoignages directs, des chiffres, vous tentez de démêler le vrai du faux, le tout en essayant de porter la voix des jeunes et surtout à ce qu'elle arrive auprès des générations supérieures. Sois jeune et tais-toi, c'est un best-seller. Il fait partie des meilleures ventes de 2023 et continue à faire parler de lui, à faire effet de caisse à résonance. Et ce n'est pas tout puisqu'il est sorti en format poche. Je perds mes feuilles, excusez-moi. En format poche, que voici, donc qui est sorti il y a à peu près 1 mois, et qui est donc un format poche, mais également une version augmentée et actualisée sur notamment l'aspect de la santé mentale des jeunes.
Je peux meubler un peu si vous voulez, comme ça vous remettez C'est très gentil. Donc, moi j'en profite pour vous remercier d'être là aussi nombreuses et nombreux. Un mardi soir à 18h, je suis très très heureuse d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation. Et surtout merci d'être un public intergénérationnel parce que ça n'arrive pas souvent. Et j'ai souvent eu des salles avec beaucoup de jeunes et parfois un peu moins de moins jeunes. Et là, je suis contente de voir qu'il y a vraiment tous les âges dans la salle parce que la jeunesse n'est pas qu'une question qui s'adresse aux jeunes. C'est vraiment un sujet de société et on a tous besoin d'être informés sur ces questions-là. Je vous rends la parole. C'est très gentil pour cette interlude. Alors pour présenter donc votre livre un peu plus en détail, il est divisé en 3 parties. Chaque partie représente un axe que vous avez rencontré dans les critiques faites à la jeunesse. Donc en quelques mots, donc, il y a l'accusation de mollesse, de paresse générationnelle, pas envie de travailler, de se bouger, donc, qui se retrouve dans la première partie, sois jeune et fais-toi. Le reproche de se prendre la tête pour rien, qui se retrouve dans sois jeune et ne t'en fais pas. Et le procès en individualisme, qui conduit à voir dans les générations Y et Z des égoïstes dénués de toute conscience politique et insensibles au bien commun, oui, vous avez bien entendu, qui se retrouve dans sois jeune et lève-toi, mais pas trop. Et alors, oui, je commence par la fin, donc désolée pour le petit spoil, mais à la dernière page du livre, on voit vraiment tout l'objectif qui se retrouve dans ces pages, donc, et donc je vais vous lire juste un tout petit extrait. Je veux donner du courage aux jeunes pour l'avenir qui s'annonce rude, mais aussi amener les générations qui nous critiquent à changer de regard sur la jeunesse, à leur faire entendre que les difficultés que nous rencontrons sont inédites, que les causes que certains d'entre nous défendent ne sont pas infondées, et enfin que nous avons besoin de leur aide pour prévenir au maximum, puis affronter les bouleversements à venir. Nous avons un besoin vital de leur sursaut, de votre sursaut. Si vous me lisez, nous sommes désarçonnés de ne pouvoir compter sur vous. Beaucoup d'entre nous se sentent abandonnés, effrayés par les désinvoltures affichées de certains d'entre vous face au drame à venir. Ce qui compte, ce n'est pas l'inaction passée, c'est ce que vous allez faire après avoir lu ces pages. Ce qui compte, c'est pour qui vous voterez, où vous placerez votre argent, ce que vous consommerez, comment vous vous engagerez à nos côtés. Ce qui compte, c'est comment vous allez vous joindre à nos utopies et renouer avec votre idéalisme de jeunesse. Ce qui compte, c'est la manière dont vous allez vous adresser à vos enfants et à vos petits-enfants à partir de maintenant. C'est la façon dont vous saurez leur tendre la main et saisir la leur. Donc je voulais lire ce petit extrait parce que justement, je trouve que ça montre l'objectif, non pas de confronter une génération, de la mettre au pilori, mais de tendre la main vers une certaine génération. Bah oui, tout est dit. Bonne soirée, hein, merci d'être venu. Non, c'est vrai que c'est exactement ça. Et merci de le dire parce que le titre du livre, il est un petit peu... voilà, c'est un titre de livre, il est accrocheur. Mais il pouvait laisser penser que c'était un espèce de hockey boomer géant dans un livre pour opposer les générations, alors que l'objectif était vraiment tout le contraire. C'était d'apporter une compréhension globale de ce que vivent les jeunes, de ce qui peut expliquer les comportements qu'ils peuvent avoir et qui parfois agacent certains d'entre vous et qui permettent à la fin de mieux vivre ensemble. Et c'est vraiment l'objectif du livre en ayant, et je vais poser cette information dès le début, il n'y a pas une jeunesse, évidemment, il y a des jeunesses, et ça a toujours été le cas. On n'a pas une jeunesse homogène avec des pratiques qui seraient complètement similaires, avec des opinions politiques qui seraient toutes les mêmes. On a plusieurs jeunesses, différents territoires, différentes classes sociales et différentes opinions politiques. Et donc l'objectif, c'était de dresser un petit peu un tableau de ce que vivent les jeunes, de ce que vivent ces différentes jeunesses. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes ont un point commun, c'est l'époque dans laquelle ils vivent. Et donc, ce qui rejoint les jeunes, ce qui rassemble les jeunes par rapport aux autres générations, par exemple, ça peut être la conscience qu'on a aujourd'hui de la crise climatique. Ça peut être les paramètres socio-économiques très dégradés auxquels beaucoup de jeunes vont devoir faire face. Et donc, c'est vraiment un manuel pour comprendre les jeunes. Je pense que c'est de ça dont il est question. C'est vraiment un livre que j'ai pensé comme pouvant être mis sur la table du dîner familial, un repas de Noël idéalement, pour bien ouvrir des discussions et avoir des discussions constructives avec des chiffres, avec des statistiques, sans se renvoyer en fait en permanence à son âge, que ce soit les plus âgés qui vont dire « Ah, mais t'es trop jeune » ou « Moi, de mon temps », cette fameuse phrase que je pense on est beaucoup à plus supporter, « Moi, de mon temps » ou « Moi, à mon époque, on faisait ça et vous, c'est moins bien ». Et à contrario, évidemment, pour avoir une discussion, il faut qu'aussi les plus jeunes soient dans une position où ils ne disent pas « Ok, boomer » à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche. Mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est ça que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que globalement,
Je pense que beaucoup de jeunes ont envie de ce dialogue, ont envie de cette aide et ont envie de cette compréhension. Et alors, je voulais vous demander quel était l'élément déclencheur pour écrire ce livre, parce qu'au final, donc, vous traitez de plusieurs thématiques. Donc, déjà, qu'est-ce qui a lancé la rédaction de ce livre, et pourquoi sur la jeunesse en tant que telle, et pas d'abord commencer par l'écologie, le féminisme, et pourquoi forcément les jeunes en premier ? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est parce qu'on m'a proposé d'écrire le livre et j'ai dit oui. En fait, moi, quand je me suis préoccupée de ces questions de jeunesse parce que dans ma famille, après l'école, les longues études que j'avais faites en étant une première de la classe, en ayant obtenu toutes les bourses possibles et imaginables, je suis rentrée sur le marché du travail avec énormément de volonté en tant que jeune journaliste et j'étais très précaire. Je travaillais de nuit, je travaillais même toujours de nuit, j'avais pas de vacances, j'étais en permanence en train de me demander comment j'allais finir mon mois. Et autour de moi, mes parents, par exemple, ne comprenaient pas comment j'avais pu faire autant d'études, comment je pouvais travailler autant et gagner aussi peu et être aussi précaire. Et il y avait dans leur discours une manière de me culpabiliser. Ils se disaient, mais il y a quelque chose que je fais mal, c'est pas possible que je sois comme ça. Et je pense que ça témoignait sincèrement, parce qu'évidemment qu'ils ne me voulaient pas du mal, ça témoignait d'une incompréhension de ce qu'était devenu le marché de l'emploi depuis leur époque, depuis le moment où eux étaient rentrés sur le marché de l'emploi. Et ça a été vraiment ce qui m'a poussé à chercher des données économiques pour leur prouver, pour leur dire, mais en fait, aujourd'hui, je n'arrive pas à obtenir un CDI parce qu'il n'y en a pas. Pour moi, en tout cas, et que c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est parti de ça. J'ai trouvé des données beaucoup plus frappantes encore que ce que j'imaginais, donc notamment en termes d'emploi. En France, dans les années 70, tous les emplois un peu précaires, les emplois instables, les emplois, donc je ne sais pas comment ça s'appelle ici en Belgique, mais c'est les CDD, l'intérim, le statut d'auto-entrepreneur. Je ne sais pas si vous avez cette petite merveille. Oui, on a ce genre de statut. Qui vraiment, voilà. Eh bien, ça n'existait juste pas, en fait, dans les années 70 en France. Donc, il y avait d'autres difficultés. J'idéalise pas du tout le marché du travail à cette époque. Il y avait notamment des conditions de travail qui pouvaient être plus difficiles. Il y avait des droits sociaux qui n'avaient pas encore été acquis. Donc, je n'idéalise pas. Mais il faut imaginer que moi, mes grands-parents, ils rentraient, ils avaient un CDI. Et nous, la norme, c'est ces emplois précaires. Et ce qu'il faut savoir, et ce qu'on retrouve dans vraiment des statistiques de l'INSEE en France et l'Institut national des statistiques, c'est pas d'obscures statistiques données dans un petit sondage, c'est vraiment la référence en termes de statistiques produites de manière nationale. C'est un institut public et ça nous montre que la qualité des emplois des jeunes s'est dégradée. Et alors pour aller même jusqu'à la génération de nos parents, dans les années 80, en 1982 par exemple, on avait 17% des emplois des jeunes qui étaient des emplois dits précaires. Aujourd'hui, c'est 52% des emplois des jeunes. C'est un emploi sur deux qui est un emploi précaire. Et c'est les 2/3 des premiers emplois des jeunes qui sont des emplois précaires. Et sur ces 52%, ce qui est intéressant de constater, c'est que ça s'allonge de plus en plus dans le temps. On a des emplois de plus en plus précaires, de moins en moins bien payés, et ça dure de plus en plus longtemps. C'est-à-dire et je pense que beaucoup de jeunes ici reconnaîtront ce que je dis, c'est pas juste on fait un stage parce que c'est normal, c'est le début de carrière. C'est on fait un stage, puis un deuxième stage, puis après un intérim ou une alternance, ou puis après on est en statut d'auto-entrepreneur, et puis éventuellement un CDD, puis un deuxième CDD. Je caricature à peine. Et il y a des jeunes qui ont ces parcours-là, qui sont subis, et c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un choix délibéré de leur part parce qu'ils ont envie de vivre la vie, la bohème. Non, c'est subi, ça a des conséquences sur cette précarité. Et donc moi, à la base, je voulais juste prouver un truc à mon père pour lui dire que je travaillais bien. Et je me suis dit, mais quand même, c'est fou, ces statistiques, personne ne les connaît. Et je les ai mises sur les réseaux sociaux et ça a fait un buzz pas possible. Et là, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai reçu plein de messages de personnes plus âgées, alors que moi, vraiment, je voulais juste dire que les jeunes, c'était quand même dur, pour dire, mais quoi, mais ces jeunes qui se plaignent, vous en avez pas marre. Et en fait, j'ai vu que j'avais mis quand même le doigt sur un truc un peu sensible, quoi, sur les comparaisons entre les générations. Et c'est une éditrice qui m'a contactée pour me proposer d'en faire un livre. Et je trouvais ça fou qu'on me propose ça. J'avais 24-25 ans, j'ai évidemment accepté. Et ensuite, eh bien, c'était vraiment au cours de l'enquête, au fur et à mesure, où je me suis
attardé sur tout simplement les thématiques qui concernaient les jeunes. Donc en fait, c'était pas l'écologie ou le féminisme, c'était vraiment... Moi, les questions que j'ai posées aux jeunes que je suis allée voir, c'était « raconte-moi ta vie ». C'était qu'est-ce qui t'inspire, te préoccupe, qu'est-ce que tu voudrais faire de ta vie, quelles sont tes peurs, quelles sont tes joies, et de pas arriver en posant des questions ultra orientées d'entrée de jeu. Je voulais vraiment essayer de voir ce que me disaient des jeunes, aussi de milieux sociaux très différents, de territoires très différents, et à partir de là, j'ai construit ce livre. Je voulais justement revenir un peu sur ce que vous venez de dire. Donc déjà, vous reprenez la définition de l'INSEE pour définir ce que sont les jeunes. Là, c'est le moment chaud de la soirée. Non, vous vous demandez peut-être, est-ce que vous êtes encore jeune? Quand s'arrête la jeunesse? C'est le moment un peu délicat. Ne vous tracassez pas. Est-ce qu'on brise la glace? Je l'ai mentionné tout à l'heure vite fait. On peut. C'est jusqu'à 29 ans, selon l'INSEE en France. Moi, je m'en approche, donc je ne vous cache pas que j'aime de moins en moins cette définition. Je pense qu'on peut être jeune dans sa tête, oui, très longtemps. Mais il fallait choisir un âge. Évidemment, on ne devient pas instantanément vieux à 30 ans. C'est vraiment parce qu'il faut trouver des contours économiques, des cadres à poser. Il y a plein de définitions différentes en réalité en fonction des instituts, en fonction des sociologues. Donc il y en a qui disent que c'est jusqu'à 24 ans, jusqu'à 25 ans, d'autres même jusqu'à 35 ans. Moi, j'irai plus sur cette définition. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que oui, on peut être jeune dans sa tête à 60 ans, mais on ne fait quand même pas face à la même chose. Et il y a des choses qui rejoignent les jeunes. C'est pas une classe sociale à proprement parler, parce que c'est un âge, mais les jeunes font face à des enjeux communs. Et donc, j'ai posé ce cadre des 18-29 ans. Et donc, justement, je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la crise climatique, à la précarité de l'emploi. La question, c'est... On parle des jeunes, de la jeunesse d'aujourd'hui, mais en quelques critères, vous en avez déjà donc énuméré certains, qu'est-ce qui caractérise les jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce qui les regroupe en tant que génération? Oui, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est mieux que de donner un âge, si on veut rassembler ce soir. Déjà, moi je pense que la jeunesse, philosophiquement, à la fin de cette enquête, pour moi, en tout cas la définition que j'en tire, c'est que c'est ce moment d'instabilité, c'est ce moment de construction, c'est ce moment où on fait des choix qui vont être déterminants pour notre vie, où on se cherche, où on fait des erreurs, où on teste beaucoup de choses, où on a beaucoup plus de mobilité d'ailleurs à cet âge-là, on change de ville, on change même de pays, voilà, c'est ce moment un peu particulier d'instabilité entre l'adolescence, parce que moi c'est pas un livre qui parle de l'adolescence, et l'âge où on est beaucoup plus installé, où on va aussi soi-même construire sa propre famille. Donc pour moi la jeunesse c'est ce moment-là, et en réalité en fonction des parcours, ça peut varier en termes d'âge. Ensuite sur la question de cette génération, c'est les trois piliers en fait que vous avez énoncés au début. Je pense que vraiment ce qui aujourd'hui est un enjeu commun pour beaucoup de jeunes et qui est la première préoccupation vraiment des jeunes dans tous les sondages que j'ai pu trouver, les études sociologiques et moi sur le terrain, c'est la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait? Quel va être mon parcours professionnel? Quelles sont les études que je vais choisir si je suis en études? Et une fois que je suis en études, quel va être le stage que je vais trouver? Quel va être le métier auquel je vais pouvoir adhérer? Donc ça, c'est une énorme préoccupation pour beaucoup de jeunes. Et donc, ça rejoint la préoccupation qui concerne la situation économique, en fait, tout simplement, le marché de l'emploi. Et beaucoup de jeunes font face à des difficultés, alors évidemment variables en fonction des secteurs, en fonction des lieux où on habite et des milieux sociaux, mais je l'ai dit tout à l'heure sur la question de l'emploi, on a des jeunes qui font face à des difficultés croissantes. Et alors, un des enjeux économiques qui est le plus générationnel et qui, là, pour le coup, vraiment est uniquement lié à l'âge, c'est la question de l'accès à la propriété, de l'accès à l'immobilier. Je ne sais pas si c'est à ce point comme ça en Belgique, mais en France... Oui, si, on me dit si. Bon, très bien. Je vois que vous avez le même problème. C'est vraiment... Il y a 40, 50 ans, un couple d'ouvriers pouvait investir dans un petit appartement, pouvait faire un prêt, ça ne voulait pas dire qu'ils roulaient sur l'or, mais ils avaient cette capacité à accéder à la propriété parce que les prix étaient plus bas par rapport à aujourd'hui. Et en fait, les prix ont explosé. Donc toutes les personnes qui avaient investi avant, y compris des personnes, encore une fois, qui ne viennent pas d'un milieu ultra favorisé, ont gagné un patrimoine important.
Et aujourd'hui, les jeunes arrivent avec des salaires qui, je l'ai dit, sont moins importants en fait en comparaison par rapport à, alors ça dépend les comparatifs qu'on prend, mais en tout cas qui sont de plus en plus dégradés, ont de plus en plus de difficultés pour accéder à des prêts, surtout là avec l'explosion des taux, c'est vraiment de plus en plus compliqué, et font face à des prix, mais qui sont juste inaccessibles. Et le même couple d'ouvriers aujourd'hui ne peut plus accéder à cet appartement. Et ça, c'est vraiment une inégalité générationnelle très, 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 très frappante. Et moi, je dis souvent, je prends cette comparaison de la partie de Monopoly. C'est exactement comme si nous, on arrivait à une partie de Monopoly au 10e tour. On ne peut pas gagner. Tout a déjà été investi. Et la seule manière qu'on a de gagner, c'est d'hériter. C'est d'avoir des parents, des grands-parents qui vont nous donner un capital. Mais pour les personnes qui arrivent sans capital de départ, dont je fais partie, moi, ça faisait partie de ceux qui m'ont étonnée. C'est-à-dire que je pensais, moi j'ai un CDI, je fais partie des jeunes aujourd'hui qui sont privilégiés. J'ai vraiment beaucoup de chance. Je travaille dans une grande ville, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, je peux faire un prêt et je ne peux pas acheter quoi que ce soit. Je ne peux même pas acheter 15 mètres carrés à Paris. C'est vraiment parce que le marché de l'immobilier a explosé et en fait mon seul tort, c'est de ne pas avoir investi il y a 40 ans quand je n'étais pas née. Et c'est vraiment un gros facteur d'inégalité intergénérationnelle qui rassemble beaucoup de jeunes. Donc, cette situation économique dans laquelle ils sont perdants globalement, évidemment, j'insiste, à part des enfants qui ont la possibilité d'avoir un capital de départ. Et encore, il faut bien s'entendre avec sa famille. Parce que généralement, on n'hérite pas à 20 ans, 25 ans. Ce sont vos parents qui vont vous donner un capital. Mais ils ne sont pas obligés de le faire. Et j'ai des cas dans le livre de jeunes qui viennent de milieux favorisés, mais qui juste ne s'entendent pas avec leurs parents. Et donc qui sont peuvent être tout aussi démunis sur ce marché économique. Donc entre l'emploi, la détérioration des études supérieures, peut-être que j'y reviendrai, mais là encore c'est quand même très français, et cette situation économique, cette inégalité de répartition du patrimoine. Je donne un dernier chiffre, promis, après j'arrête avec les chiffres, mais c'est parce que je trouve que c'est très très éloquent et c'est une dynamique qu'on retrouve dans beaucoup de pays d'Europe. Il y a, dans les années 70, 35% de ce qu'on possédait, on l'avait hérité. Le reste, c'était à la force de son travail. Aujourd'hui, on est à plus de 60%. C'est-à-dire qu'on aura beau travailler tout ce qu'on peut, on ne peut pas concurrencer ceux qui arrivent avec un héritage, ceux qui arrivent avec un capital. Et donc, ce qui caractérise cette génération, c'est une augmentation de la reproduction des inégalités. C'est les difficultés de plus en plus importantes à obtenir une mobilité sociale. Et ça crée beaucoup de frustration chez énormément de jeunes. La deuxième chose qui rassemble cette génération, c'est évidemment la pratique du numérique. C'est cet accès aux réseaux sociaux, pour le pire comme pour le meilleur. C'est cette exposition prolongée à des actualités extrêmement anxiogènes. C'est aussi une génération qui a grandi avec les attentats. Et je pense que parfois, on n'a pas pris la mesure de ce que ça voulait dire en termes de projection. Je sais que vous en avez eu aussi en Belgique. Toute cette période des années 2010, où il y a eu des attentats extrêmement sanglants auxquels on a pu presque assister en direct sur nos téléphones, à des âges, parfois, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui avaient à l'époque 12, 13, 15... 18 ans, et ont été baignés dans cette idée qu'on n'était pas en sécurité dans une société où pourtant on n'est pas en guerre, on est censé être protégé. Et en France, par exemple, c'est une génération, là, la nouvelle, qui a vécu avec des exercices attentats dans les écoles primaires. C'est pas la même chose de s'entraîner en cas d'un incendie que de s'entraîner au cas où des terroristes arriveraient dans votre école et vous tireraient dessus, d'avoir des petites affiches et de faire cette simulation-là. Et ça met quand même dans un certain état d'esprit. Et en fait, quand on regarde entre la crise économique, les différentes crises politiques, aujourd'hui une guerre en Europe, ça crée un univers anxiogène qui en plus est mise en avant particulièrement et rentre dans notre intimité par le biais des smartphones, par le biais des écrans. Et ensuite, évidemment, l'éléphant au milieu de la pièce, la crise climatique. La crise climatique qui est éminemment générationnelle, dont les solutions ne sont surtout pas une question de génération. On doit évidemment apporter des solutions collectives. On est évidemment toutes et tous touchés par ça, mais pas au même degré, sans mauvais jeu de mots. Et les jeunes... c'est quelque chose qui met un peu mal à l'aise parce que il faut quand même à un moment dire les termes, c'est-à-dire que les jeunes vont subir de manière plus prolongée et plus intense les effets du réchauffement climatique. Une personne qui est née en 2020
va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960. On n'est pas égaux. Plus on est jeune, plus on va le subir longtemps, plus ça va être difficile. Et je ne vais pas vous faire un discours ultra plombant sur l'écologie, mais on rappelle quand même qu'on parle de menaces presque existentielles, de menaces sur notre accès à l'eau, la nourriture, les transports, le logement, sur la manière dont on organise notre sécurité. Et c'est ça aujourd'hui qui est mis en jeu. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire tous les rapports du GIEC qui décrivent ça très très bien. Ça fait quand même peur. Et la spécificité, et c'est peut-être ça au fond le problème le plus profond, c'est que on ne pourra pas reconstruire si on fait des mauvais choix. C'est un phénomène qui est irréversible par bien des aspects. Alors ça ne veut pas du tout dire que tout est perdu, mais dans 50 ans, on ne pourra pas se dire « Ah bah non, la génération d'avant a fait n'importe quoi, on va prendre une nouvelle direction ». Ça aura été enclenché, ça a d'ailleurs déjà été enclenché. Donc en fait, on a besoin d'avoir un sursaut collectif pour résoudre un problème qui ne nous touche pas toutes et tous au même degré. Et je trouve que ça pose quand même une question de société complexe et un peu sensible qu'il convient, à mes yeux, de mettre en lumière, de souligner pour se dire mais qu'est-ce qu'on fait dans un pays où les jeunes sont en minorité. On rappelle que les jeunes aujourd'hui sont 2 fois moins nombreux, les 18-29 ans sont 2 fois moins nombreux que les plus de 60 ans. Donc ceux qui décident, ce sont quand même factuellement les plus âgés, ne serait-ce que par leur nombre. Et pourtant, ils décident pour notre avenir d'un avenir qu'ils ne connaîtront pas complètement. Donc ça pose quand même une question. Et pour ça, on a tout simplement, et moi je y crois totalement, je ne pense pas du tout que les plus âgés soient cyniques ou aient envie de sacrifier l'avenir des plus jeunes. On a besoin que tout le monde en fait, prenne conscience de ce qui se passe, prenne conscience de l'urgence qu'on a, de la nécessité qu'on a à réagir collectivement, à avoir un peu ce sursaut collectif, et de surtout pas penser que ça va, les jeunes vont gérer un peu plus tard. Justement, je vais rebondir sur cette question de l'écologie, de l'éco-anxiété même. Vous abordez cette question-là dans votre livre. Et donc, je voulais vous demander comment ça se manifeste chez les jeunes. Et alors, comment dépasser cette anxiété et continuer à vivre ou à lutter quand... Alors, je suis désolée aussi, je vais peut-être un peu plomber l'ambiance. Quand 6 limites planétaires sur 9 ont été dépassées, comment est-ce qu'on continue à vivre, peut-être pas normalement, mais voilà, comment est-ce qu'on avance ? Invitez-nous pour vos soirées, vos anniversaires. On met l'ambiance de folie. C'est vraiment une question intéressante parce que souvent, c'est un des premiers reproches qui est fait aux jeunes. C'est leur contradiction. Dès qu'il y a des jeunes qui vont parler de climat, on va leur dire « Oui, mais t'as un iPhone, oui, mais tu manges de la viande, t'as pris l'avion, t'as acheté sur Amazon, que sais-je ». Et ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que le réchauffement climatique et la crise écologique, les jeunes en ont globalement conscience, avec une petite partie climato-sceptique quand même, qui résiste, avec des fake news sur le sujet, mais globalement, la majorité des jeunes aujourd'hui en ont conscience, et pas que les jeunes, la majorité de la population d'ailleurs en a conscience. Là où c'est intéressant, c'est de voir que ça rend plus anxieux les jeunes que le reste de la population. Et il y a notamment une étude de The Lancet qui a été la plus vaste étude qui a été menée sur l'éco-anxiété à travers le monde. On constate qu'à peu près 1 jeune sur 2 souffre de ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est-à-dire une anxiété vis-à-vis de l'avenir qui parfois peut prendre des formes très graves face, non pas au réchauffement climatique, non pas à la crise écologique, mais face à l'inaction politique. Ce qui fait peur aux jeunes, c'est pas le réchauffement climatique, c'est le fait qu'on a l'impression que les adultes qui sont censés gérer le truc le gèrent pas du tout. Et que nous, on va devoir vivre dans ce monde où on nous propulse comme ça et on a l'impression que c'est fait de manière totalement irresponsable. C'est ça qui est terrifiant. Et ça crée une espèce d'angoisse sourde chez beaucoup de jeunes. Et ça ne veut surtout pas dire que ça devient des militants écolos acharnés, tous ceux qui ont peur. Pas du tout. Au contraire, il y a des comportements très différents face à ça. On a une partie qui est minoritaire aujourd'hui des jeunes, même si on aimerait bien se dire que tous les jeunes sont d'une génération climat ultra engagée, c'est pas le cas. On a une partie de plus en plus importante, mais qui reste minoritaire, des jeunes qui sont de vrais militants écolos, qui vont vraiment entreprendre des actions, qui sont dans des associations, qui vont avoir un mode de vie vraiment en cohérence avec ça. Et après, on a surtout beaucoup de jeunes qui sont juste démunis, qui essaient de composer entre ces paramètres socio-économiques, entre l'anxiété vis-à-vis de la politique, de la géopolitique, la crise écologique, et qui essaient juste de faire leur chemin là-dedans, en fait, et qui ont peur pour tout ça, mais qui essaient aussi de tirer des petits plaisirs du système dans lequel ils vivent, et qui ont donc effectivement de grosses contradictions. Et on est quand même
beaucoup aussi à avoir ces contradictions. Je terminerai sur le fait que c'est quasiment impossible aujourd'hui d'être sans contradiction, ne serait-ce que moi je suis venue avec un téléphone. Tout vient d'une forme de productivisme, il y a la plupart des choses qu'on porte, de ce qu'on fait, est lié à un mode de production qui est polluant, qui est mauvais pour la planète, qui émet du CO2, donc on ne peut pas être absolument parfait. Après, il y a des jeunes qui ont plus ou moins de contradictions, mais ce que je note moi, c'est qu'ils ont juste peur et qu'ils sont beaucoup à dire être prêts à faire des efforts. Il y a une enquête qui s'appelle de Youth Talk, que je cite dans la version poche du livre et pas dans la grande version, puisque ça a été réactualisé, qui montre que la plupart des jeunes se disent prêts à arrêter l'avion, à faire des efforts, mais que dans le cas où ce serait collectif et où tout le monde aurait les mêmes contraintes. Et d'ailleurs, c'est des chiffres qu'on retrouve, alors qui sont un peu plus forts chez les jeunes, mais qu'on retrouve aussi pour le reste de la population. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire des efforts, mais il faut que ce soit collectif. Et donc, pour la solution en fait, à cette éco-anxiété, moi, je pense que ce serait quand même avant tout qu'il y ait une réponse politique et qu'il y ait un sursaut collectif et qu'on sente qu'on n'est pas tout seul dans cette peur de l'avenir existentiel. Et ensuite, il y a évidemment des solutions individuelles. Moi, je reste convaincue, et là, ce n'est pas une analyse de journaliste, c'est vraiment une opinion personnelle, que le meilleur remède à l'anxiété, quelle qu'elle soit, c'est l'action. C'est de s'engager, c'est d'avoir l'impression de faire sa part, c'est de s'entourer de gens qui partagent les mêmes craintes, les mêmes préoccupations, et de faire quelque chose à son échelle, parce que pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train d'être anxieux. Mais là, c'est un pur petit conseil de développement personnel que je donne, et ça ne résulte pas d'une étude. Alors moi, ce qui m'a marqué dans votre livre, c'est qu'on voit qu'il y a en fait, de façon assez explicite et permanente, une critique, voire même un mépris de la part de certaines personnes face aux jeunes. C'est quelque chose vraiment qui m'a marqué, et vous mettez en lumière dans votre livre, je pense à quelques exemples, comme au livre de Caroline Foest. Pardon. Génération offensée, qui est sortie en 2020, où elle dit qu'une grande partie de la jeunesse répand une peste de la sensibilité et ne rêve que d'interdire. Il y a le fameux cas Brice Couturier, qui a sorti son livre OK Millennials en 2021, où il critique la jeune génération et la désigne comme étant victimaire, puritaine, woke, etc. On peut s'arrêter sur ce livre parce qu'il est vraiment fabuleux. Hein. Je vous en conseille la lecture. C'est un livre entier de 300 pages qui s'appelle OK Millennials, petite blague, qui vraiment vise à discréditer une génération entière et à dire que cette génération est moins bien que la sienne. Moi, je trouve que c'est... Imaginez l'inverse. Imaginez si moi, j'avais écrit un livre qui expliquait que ma génération était bien mieux que celle de mes parents ou de mes grands-parents, ce que je me serais pris. Et à raison. C'est quand même fou d'oser écrire quelque chose comme ça. Enfin, moi, je me suis pas remise de ce livre. J'arrête pas de le citer dans mon livre parce que c'est ma référence boomer, quoi. Et alors, je voulais citer un autre exemple, j'en suis désolée. Mais donc, Alain Finkielkraut, qui écrivait en 2015... Oh, il y a des aficionados d'Alain Finkielkraut dans la salle. Il y a un club. Mais non, mais moi, c'est une citation qui m'a laissé bouche bée, et je me suis dit, waouh, voilà, on en est là. Donc, qui écrivait que les chefs suprêmes du nazisme sont encore capables de compassion, tandis que la jeunesse d'aujourd'hui est trop abrutie par les jeux vidéo pour en être capable. Et donc comparer des jeunes à des nazis, tout en nuances. Et donc, moi, ça m'a laissé complètement bouche bée. Je me suis dit, ah oui, voilà, on est pire que des nazis. Et donc, par ailleurs, ces paroles, ces discours sont relayés médiatiquement sans vraiment faire polémique. Et donc, je voulais vous entendre sur la question, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée. Ah, mais ça, c'était une découverte incroyable que ces citations. Vraiment, j'avais vu vaguement passer des trucs. Quand je suis tombée sur ce livre, OK Millennials, vraiment, j'ai eu l'impression de tomber sur genre une mine d'or de la boomitude. C'était incroyable. Me dire, mais quelqu'un a vraiment écrit ça et c'est passé tranquillement. Alors, je pense pas du tout, honnêtement, que ces personnes-là soient représentatives de leur génération. Je pense pas que toutes les personnes de plus de 60 ans se mettent à dire un truc comme ça sur les jeunes. Et je veux vraiment, encore une fois, pas du tout stigmatiser les générations précédentes. Ce que je trouve intéressant, c'est la tolérance qu'on a vis-à-vis de ces propos. Imaginez les mêmes propos vis-à-vis de à peu près n'importe quelle catégorie de la population. Ce serait intolérable.
Si on disait ça de n'importe quelle autre catégorie ou même de n'importe quelle autre classe d'âge. Mais comme c'est des jeunes, ça passe. On peut les stigmatiser dans un livre entier. On peut les comparer à des nazis. On peut dire que c'est vraiment une génération incapable. Il y a d'autres titres, il y a des titres de presse. Génération narcissique. Vous imaginez si on parlait de la génération au sens sociologique des boomers et qu'on disait génération d'égoïstes, génération narcissique, ce serait choquant. Et encore une fois, ce serait normal. Pourquoi, quand ça concerne les jeunes, on considère qu'on peut dire à peu près tout et n'importe quoi à leurs propos, en plus de manière vraiment infondée, et ça passe tranquillement, et ça semble être un propos un peu acceptable. Et pour moi, ça relève de la tolérance compassée qu'on a vis-à-vis des propos que j'appelle anti-jeunes, vis-à-vis de la stigmatisation des jeunes. Et ce que je voulais dire, c'est que cette stigmatisation n'est pas plus acceptable que les autres, et qu'on doit lutter contre, et que ça fait beaucoup de mal. Et quand on parle, et je pense qu'il faut vraiment s'attarder sur tous ceux qui nous parlent de jeunesse victimaire, de jeunesse hypersensible, de génération offensée, on crée cette idée que les jeunes seraient un peu... seraient victimaires, finalement en feraient beaucoup, finalement se plaignent, sont ultra sensibles à tout. Et alors souvent, on va prendre des exemples ponctuels de quelques jeunes dans une université, je ne sais où, qui ont fait ça. Et on oublie complètement le reste de la jeunesse qui traverse de grandes difficultés. Je pense qu'on en parlera peut-être un peu après, des questions de santé mentale. Et quand on pose le présupposé que les jeunes, finalement, ne sont pas vraiment à prendre au sérieux parce qu'ils sont ultra sensibles, on se ferme potentiellement à la possibilité de les écouter quand ils ne vont pas bien, quand ils dénoncent des choses qui sont pourtant légitimes, quand ils essaient de s'exprimer. Et cette idée que les jeunes sont vraiment plus sensibles que les autres générations ultra ou victimaires, c'est une idée qui est vraiment très répandue. Et c'est pour ça que j'ai voulu citer ces auteurs-là, non pas pour les blâmer, même si ça me fait quelques blagues en conférence, mais parce que je pense que c'est dangereux en fait de tenir ces propos-là et que ça fait beaucoup de jeunes et mettons-nous à la place d'un jeune qui est en dépression, et on verra, il y en a beaucoup, d'un jeune qui ne va pas bien et qui s'entend dire que sa génération, de toute façon, ils prennent tout de manière beaucoup trop sensible, ça peut faire des dégâts. Mais justement, donc au fil des pages, donc, je me suis dit, waouh, c'est dur, ces mots envers la jeunesse, ils sont durs. Mais je me suis rendu compte que c'était en fait finalement le cas à travers l'histoire. Et donc je me suis dit, mais tiens, est-ce que moi, ma génération, est-ce qu'on est voué à critiquer aussi les jeunes? Est-ce que quand on aura 40, 50, 60 ans, est-ce qu'on aura peut-être ces mêmes propos vis-à-vis des jeunes? Je ne sais pas trop bien. Franchement, c'est une très grande question que je me suis posée. Est-ce qu'on peut ne pas devenir un vieux con? Et vraiment, je pense que oui. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, c'est les plus bruyants. Mais il y a plein de personnes plus âgées qui sont ultra empathiques vis-à-vis des plus jeunes. Moi, j'ai eu plein de témoignages de jeunes qui m'expliquaient, par exemple, la relation qu'ils avaient avec leurs parents ou leurs grands-parents, la ressource que ça pouvait être, la solidarité que ça pouvait représenter, la solidarité intergénérationnelle au niveau de l'État. Elle existe beaucoup, par exemple, dans le système des retraites, donc les jeunes vers les plus âgés, mais elle existe finalement très peu au niveau étatique, au niveau politique. Je parle vraiment pour la France parce que c'est le système que je connais. Par contre, cette solidarité, on la retrouve dans les familles. Donc en réalité, on n'est pas sur des plus âgés qui sont tous uniformément à penser que les jeunes sont horribles et qui les détestent. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont très bruyants, une partie d'entre eux qui sont aussi impactés par une certaine consommation médiatique. Parce que c'est certaines chaînes de télévision qui vont diffuser ce type de clichés. C'est des chaînes qui sont aussi beaucoup regardées par des plus âgés, donc ils peuvent avoir ces idées reçues. Mais je ne pense pas qu'ils détestent les jeunes. Et je pense que vraiment le meilleur moyen de ne pas devenir un vieux con, c'est juste de fréquenter des jeunes, d'être attentif aux jeunes qui nous entourent, d'essayer de sincèrement faire l'effort de s'intéresser à eux, de les comprendre. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que les personnes qui avaient le moins d'idées reçues sur les jeunes, c'était ceux qui travaillaient avec des jeunes. Donc des professeurs, des professionnels de l'éducation, des personnes qui pouvaient être au contact même de jeunes dans des prisons, qui vraiment juste fréquentaient des jeunes. Et souvent, on se rend compte que ces clichés-là de moi de mon temps, de toute façon, vous les jeunes, vous êtes vraiment une génération décérébrée, c'est juste de l'incompréhension et de la méconnaissance. Et je pense qu'on peut... en plus, critiquer des pratiques. Encore une fois, moi, je ne dis pas du tout que la nouvelle génération est parfaite, qu'elle n'a pas de contradictions et qu'elle ne fait pas des choses absurdes, mais je pense qu'elle n'en fait pas plus que les générations d'avant. Et dans les cas où s'opère le dialogue, je pense qu'on n'a pas justement de jeunes qui balancent des hockey boomers à tout va, et on n'a pas de plus âgés qui vont vraiment
essentialiser les jeunes en fait, en leur disant t'es jeune donc tu ne peux pas comprendre. Donc je crois que c'est juste un effort à faire. Et après je dis ça, peut-être vous me retrouvez dans 40 ans avec Sois vieux et tais-toi, où j'explique on ne sait pas, mais on n'est jamais à l'abri. Donc au territoire de la mémoire, on travaille sur les questions de démocratie, de citoyenneté, d'engagement, de résistance, et souvent on fait ce reproche aux jeunes, pas nous les territoires, hein, mais on entend. Dire. Non, mais on entend souvent ce reproche à la jeunesse qui est celui du manque d'investissement politique, d'engagement, ce qui est complètement faux. Et je voulais vous entendre à ce sujet parce que je pense que c'est votre avis également. Non, je pense qu'il est vrai qu'il y a une différence d'approche des scrutins. Encore une fois, plus sur la France, mais je sais que c'est une crise qu'on retrouve dans beaucoup de pays d'Europe, où il y a de plus en plus de jeunes, notamment, qui s'abstiennent et qui ne veulent plus investir les partis politiques et qui ne veulent même pas se déplacer le jour du scrutin parce qu'ils considèrent que ça ne sert à rien, globalement. Parce que quand ils ont l'impression de faire quelque chose qui est vraiment très utile, la plupart du temps, ils le font. Et c'est ça que j'essaie de montrer dans le livre. Donc je pense qu'il y a une crise de la démocratie représentative, tout simplement, qui traverse largement les générations. Je ne sais pas où vous en êtes en Belgique, mais nous, on est avec Emmanuel Macron depuis 7 ans. C'est dur. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui, au-delà de la blague, ont vraiment entaché la démocratie, en tout cas la confiance de la population et pas que des jeunes en les institutions. Et donc on a une augmentation de l'abstention, toute classe d'âge confondue. Il faut savoir que les jeunes, depuis que la démocratie représentative existe, ont toujours moins voté. C'est pas nouveau que les jeunes votent moins, parce qu'ils sont dans une période de mobilité, parce qu'ils sont dans une période aussi, ils se construisent politiquement. Pour les plus âgés d'entre nous, est-ce que vraiment, à 18 ans, vous saviez exactement quelles étaient vos convictions politiques, quels étaient les bons partis? Non, c'est aussi un âge où on se construit. Par contre, ce qui se passe, et ce qui est aussi très très clair, c'est que les jeunes sont de plus en plus nombreux à moins voter, et surtout que, avec le temps, donc là, on peut même penser aux quarantenaires, en réalité, d'aujourd'hui, qui ne rattrapent pas vraiment ce retard. C'est-à-dire que cette crise démocratique, elle est en train de prendre de plus en plus de générations. Et la génération qui vote le plus reste la génération, encore une fois, dite des boomers, qui ont eu aussi, c'est une génération d'après-guerre, et c'est une génération à qui on a dit, c'est pas un droit, c'est un devoir. Et en fait, les jeunes n'ont pas cette approche-là, parce qu'ils ont aussi une socialisation politique différente. Et je rajouterai juste un facteur quand même très important. En France, on a, et je ne sais pas si c'est la même chose en Belgique, mais on a vraiment un effondrement des syndicats. Et on a cette précarisation des emplois des jeunes. Et quand vous aviez 18 ans, que vous rentriez dans une entreprise et que vous vous mettiez dans un syndicat, dans une entreprise dans laquelle vous alliez rester toute votre vie, et que vous étiez au contact de syndicalistes plus âgés, qui allaient aussi vous transmettre un certain savoir politique, ça permettait une certaine transmission de cette idée qu'il fallait aller voter, aujourd'hui, qui est un peu mise à mal. Donc il y a tout ce contexte-là. Et ensuite, il y a le fait que c'est, pour beaucoup de jeunes, ce n'est plus le moyen le plus efficace de changer les choses. Et ça, vraiment, c'est une faillite des institutions. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas impliqués ou concernés par le collectif. Et là, tous les chiffres dont on dispose, notamment sur l'associatif, sont très très clairs. On a des jeunes qui sont de plus en plus engagés dans des associations de type altruiste. En France, on a même plus de jeunes engagés dans des associations à but altruiste que de retraités. Et on a passé la bascule l'année dernière. Donc en fait, on a des jeunes qui ont envie de s'impliquer, qui s'engagent sur les réseaux sociaux. Il y a des campagnes entières qui sont faites pour boycotter, par exemple, certains produits. Il y a toutes ces manifestations qui sont organisées. Et il y a plein de jeunes que j'interroge dans le livre qui ne vont pas voter, mais qui manifestent. Alors que c'est beaucoup plus coûteux d'aller manifester que d'aller voter, qui demandent d'aller juste mettre un bulletin dans l'urne. Eh bien, parce qu'on considère que c'est un enjeu qui nous touche et que c'est ce que la politiste Sarah Picard appelle la do-it-yourself politics, c'est-à-dire qu'on va choisir un enjeu qui nous paraît crucial, où on a l'impression qu'on peut gagner une bataille, qu'on peut avoir un impact sur une chose en particulier. En France, là, récemment, on a eu une bataille contre les PFAS. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Donc, en gros... Je vais expliquer ça, ça va être n'importe quoi chimiquement. Je donne vraiment les grandes lignes, je ne suis pas spécialiste de cette question, mais ce sont des substances ultra toxiques qui sont dans les éléments du quotidien. Il y a une militante, notamment écolo, Camille Etienne, jeune, qui a porté ça et qui a dit « Ok, là en fait, on a 2 semaines pour faire interdire ça, il y a une proposition de loi qui va être déposée. » Qu'est-ce qu'on s'est retrouvé avec littéralement des dizaines de milliers
de personnes, pas que de jeunes, mais aussi beaucoup de jeunes, parce qu'elle est très suivie par les jeunes, qui ont pris le temps d'envoyer des lettres à des députés, de faire des vidéos, de partager sur les réseaux sociaux, d'aller même parfois à des rassemblements. Il y a eu mais il y a vraiment un investissement fou d'une partie de toute la nouvelle génération, parce que c'était sur un temps court, et que derrière, il y a eu une victoire. Et ça leur paraît beaucoup plus rentable et beaucoup plus utile de faire ça que d'aller voter. Et je pense qu'il faut juste comprendre ces différences d'approche. Je ne dis pas que c'est la bonne manière, hein, ce que font les plus jeunes, mais ça permet quand même de contrevenir à cette idée que les jeunes seraient individualistes, qui s'en moqueraient. Et ensuite, là je parle des jeunes engagés, il y a aussi des jeunes qui s'en foutent, clairement. Mais en mai 68 aussi. Il n'y a jamais eu de génération uniformément engagée dans une cause ou dans un parti politique. Il y a toujours eu des jeunes qui se moquaient du collectif. Eh bien, ma génération n'y échappe pas. Effectivement, on a aussi des jeunes individualistes, mais c'est pas pour autant qu'il faut jeter l'opprobre sur toute cette nouvelle génération. Et donc, qui, au contraire, montre vraiment un intérêt très marqué pour les questions collectives. Et moi, je pense que ça doit juste nous interroger sur les institutions de la démocratie représentative telles qu'elles existent aujourd'hui. Mais justement, quand ils votent quoi exactement? C'est quoi les tendances en gros? Alors, encore une fois, je mets la précaution d'usage de dire que ça ne s'applique peut-être pas totalement à la Belgique, mais en France, c'est vraiment très marqué. En tout cas, moi, je me suis appuyée sur la dernière élection présidentielle et les dernières législatives. Globalement, le premier vote des jeunes, eh bien, c'est l'abstention. C'est-à-dire que la première décision politique, c'est quand même de refuser ce système-là. Moi, je trouve que ça dit quand même quelque chose de fort, comme évoqué précédemment. Ensuite, c'est un vote pour une écologie radicale, pour une gauche radicale, avec des questions de justice sociale extrêmement fortes, avec la préoccupation pour l'écologie vraiment très très forte sur ces jeunes-là. Donc nous, chez nous, c'était Jean-Luc Mélenchon, la NUPES, qui ont vraiment rencontré un écho très très fort chez les jeunes. Jean-Luc Mélenchon, c'était aussi celui qui tout simplement avait fait un programme où il y avait un vrai programme qui concernait la jeunesse, tout simplement. C'est-à-dire il a posé des propositions en prenant vraiment en compte cette partie de la population. Et ensuite, c'est l'extrême droite, pas très loin derrière, qui prend d'ailleurs de plus en plus de place. On va voir ce qui se passe aux européennes, qui là encore est un vote finalement de rejet du système, est un vote comme celui de la gauche radicale, de dire ce système ne nous convient absolument pas, on veut, c'est un vote contre aussi, et c'est un vote qui laisse espérer qu'un avenir serait plus désirable, et j'ajouterais que c'est aussi un vote qui surfe sur cette insécurité, qui, je le disais, est aussi caractéristique de notre génération. Alors, l'extrême droite va vous dire c'est l'islam, les arabes, voilà. Moi je ne partage pas du tout cette vision du monde, mais c'est quand même le ressenti, c'est que l'avenir est menacé, c'est qu'on va apporter une réponse face à ça. Et moi je trouve que je vois dans le point commun de ces trois votes, qui représentent l'essentiel du comportement électoral des jeunes, l'idée de rejet du système actuel. Et l'idée qu'il faudrait faire autre chose, qu'il faudrait mettre autre chose. Et ce vote-là tranche considérablement avec le vote des plus de 65 ans ou 70 ans, qui a été essentiellement, lors des dernières élections, pour Emmanuel Macron, pour les Républicains, pour des partis en fait, de la droite traditionnelle, qui sont des partis qui vous disent oui, on garde le système comme il est, on réforme un petit peu, mais globalement, on ne va pas changer profondément les choses. Donc il y a quand même, en tout cas c'est l'analyse politique que j'apporte, et ça, pour moi le vote des jeunes il est quand même synonyme de leur mal-être en fait dans la société actuelle tout simplement, et leur désaccord avec ce qui se fait. Fin janvier 2024, donc le Financial Times a sorti une étude, A New Global Gender Divide is Emerging, révélant que les jeunes femmes sont de plus en plus progressistes, tandis que les jeunes hommes voteraient de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite. Et donc je voulais vous entendre à ce sujet, parce que c'est quand même assez interpellant. Oui, et surtout, quand j'ai vu cette étude paraître, j'étais vraiment heureuse d'avoir des chiffres et des explications sociologiques, puisque c'est une étude qui rassemble 9 études sociologiques qui ont été menées. Donc c'est quand même un travail assez complet, et qui montre que dans plusieurs pays occidentaux, il y a cette polarisation, ce phénomène de polarisation que peut-être vous sentez ici en Belgique. C'est qu'on a des opinions de plus en plus radicales à des bords opposés de l'échiquier politique. En France, vraiment, on est en plein dedans, entre l'extrême droite qui combat les woke et les woke, bien sûr, je récuse ce terme, mais je veux dire les progressistes d'un côté qui aussi peuvent être de plus en plus
comment dire, radicaux, eh bien, on a cet effet de polarisation qui s'observe en fait dans les chiffres, cet effet auquel la jeunesse n'échappe pas. Et je trouvais ça très éloquent que ce soit genré. Et qu'en réalité, ce soit les femmes qui soient les plus progressistes. Et là, je pense qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur le féminisme. Clairement, c'était une question qu'on m'a beaucoup posée mais alors, les jeunes sont gender fluides, ultra féministes, on peut plus rien faire, monter dans un ascenseur avec une femme, enfin, il y a un peu cette espèce de truc. Et en fait, non. Il y a une partie des femmes qui, effectivement, des jeunes femmes, qui clairement ont des exigences plus fortes que leur mère, leur grand-mère aussi, parce que des combats ont été menés avant elles pour d'autres choses, et donc qu'elles peuvent se concentrer sur la charge mentale, sur la lutte contre les violences sexuelles, sur toutes ces choses-là. Donc il y a des vrais mouvements féministes qui se sont aussi structurés sur les réseaux sociaux, donc, auxquels beaucoup de jeunes femmes peuvent être très sensibles. Et de l'autre côté, on a un mouvement qu'on sous-estime, je pense, sacrément réactionnaire, de jeunes hommes qui sont galvanisés par des influenceurs masculinistes. Si vous ne connaissez pas ça, vraiment, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube merveilleuses que j'ai regardées pendant des dizaines d'heures, d'hommes, globalement, et je le dis avec humour, mais en fait, c'est un sujet vraiment très sérieux, qui vont vous expliquer que on serait dans un espèce de matriarcat, je ne sais pas où ils vivent, mais en tout cas ils le prennent très au sérieux, où les droits des hommes seraient bafoués et qu'on viendrait de reprendre ces droits, et donc qui encouragent une forme de guerre des sexes. En tout cas ils disent que c'est les féministes qui les mènent, mais en fait c'est quand même eux qui pour moi, la mènent clairement. Et ils ont des propos très misogynes, beaucoup plus misogynes que ce que pouvaient tenir nos parents, nos grands-parents. Là on est vraiment sur du pur jus de sexisme, hein, c'est assez extraordinaire. Et ils trouvent un écho de plus en plus important, et donc qui se retrouve dans les chiffres. Enfin, c'est ça y est, on commence à avoir des études qui sont en train de chiffrer ça, de le montrer, qui montrent que les jeunes hommes sont de plus en plus perméables à ces thèses-là. Et il y a un retour des idées machistes, en réalité, chez une partie des jeunes hommes, et évidemment particulièrement à l'extrême droite. En France, on a une autre étude qui est venue confirmer ça. C'est une étude du Haut Conseil pour l'égalité qui donne des chiffres ahurissants, qui montre que 38% des jeunes hommes trouveraient ça normal qu'une femme reste à la maison, qui montre qu'il y a de plus en plus d'hommes qui considèrent que le féminisme est dangereux, et donc ces idées progressent. Et effectivement, on se retrouve... Alors, encore une fois, c'est des tendances à prendre avec beaucoup de précaution. Il y a plein de jeunes hommes qui ne sont pas du tout comme ça, et inversement, on a des jeunes femmes comme Thaïs Descusson, si vous ne connaissez pas. Oula, public de gauchistes à Liège, hein. Voilà, qui vous dit que... Enfin, je ne vais même pas répéter ses thèses, mais en tout cas, c'est une jeune femme qui, clairement... est là pour défendre les intérêts d'hommes machos, quoi. Et elle a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, donc tout n'est pas binaire, mais c'est important de noter ces dynamiques-là qui sont, à mes yeux, vraiment accentuées avec les réseaux sociaux et les effets de boucle, les effets d'algorithme dans lesquels on peut tomber. Un dernier mot sur les masculinistes. On peut s'en indigner et dire « mais qu'est-ce que c'est que cette vision de la femme, c'est horrible », mais on doit faire l'effort de la compréhension. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pour le livre, et c'est ce qu'a essayé de faire une journaliste qui s'appelle Pauline Ferrari, qui a écrit un livre qui s'appelle « Formée à la haine des femmes ». C'est très intéressant, parce qu'elle explique vraiment les parcours qui amènent des jeunes hommes à tomber dans ces boucles algorithmiques-là. Et souvent, c'est juste des jeunes hommes qui cherchent des conseils en séduction, qui vont juste taper comment draguer une fille, comment embrasser une fille, et en fait qui vont tomber sur quelqu'un qui va lui dire eh bien écoute, si tu veux qu'elle t'embrasse, cette imitation de masculiniste doit s'arrêter tout de suite, mais tu dois la faire attendre, tu dois qui part du principe que les femmes seraient malveillantes, qu'elles voudraient jouer avec les hommes, qu'il faut trouver des femmes qui vont pas avoir beaucoup d'hommes parce que c'est des salopes. Enfin, c'est vraiment ces vidéos-là, et en fait doucement ils tombent dans des rhétoriques d'extrême droite, et c'est des portes d'entrée vers l'extrême droite. Très, très efficaces. Et ça doit... Enfin, en tout cas, le Haut Conseil pour l'égalité en France mettait vraiment... tirait la sonnette d'alarme en disant on a un problème réel avec ces jeunes hommes, et c'est pas... c'est pas anecdotique, c'est en train de devenir de vrais phénomènes. Et donc, pour revenir sur est-ce que les jeunes en fait sont féministes ou sont woke, eh bien, comme toutes les explications, c'est vraiment polarisé, et il y a une pluralité. Et donc, pour voir comment se comportent les jeunes autour de vous, il suffit encore une fois de leur demander, d'avoir du dialogue. Mais c'est pour ça qu'il est d'autant plus important d'avoir ce dialogue
intergénérationnel et de ne pas laisser ces jeunes hommes qui sont très isolés. Et je terminerai sur une des conclusions de l'enquête de Pauline Ferrari qui est éloquente. Elle dit que beaucoup de ces jeunes hommes présentent des troubles de la santé mentale. En fait, ils sont en détresse pour beaucoup d'entre eux. Et ils trouvent des réponses là-dedans à leur détresse. On leur dit si vous êtes mal, c'est à cause du matriarcat, c'est à cause des femmes. Mais à la base, ils cherchent de l'aide. Donc on peut aussi s'interroger sur les réponses en termes de politique publique en ce qui concerne la santé mentale, notamment de ces jeunes hommes. Oui, c'est intéressant parce que vous parliez justement de jeunes hommes qui étaient en recherche de conseils en séduction, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté musculation. Tout à fait, c'est un deuxième axe. Et alors, il y a un autre axe, c'est, alors ça, vous pouvez peut-être le détailler, c'est le phénomène, ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Tradwives. Exactement. Ah là là, les tradwives, ce sont des influenceuses. Alors là, je prendrai plus de précautions parce que c'est un phénomène plus difficile à quantifier pour l'instant. Ce sont des jeunes femmes qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et sur Instagram, et qui montrent leur quotidien de femme au foyer qui est sublimé, où elles ont, pour beaucoup, récupéré une esthétique à la Marilyn Monroe dans les années 50, et qui font référence à une espèce de société qui n'a en réalité pas existé, des années 50, des années 60, où les femmes étaient au foyer, où elles étaient beaucoup plus heureuses, selon elles, et où elles étaient soumises à leur mari. Et donc, il y a plusieurs types, et attention, il y a vraiment des nuances de tradwives. Tradwives pour femmes traditionnelles. Il y en a qui juste montrent leur quotidien et disent que ça peut être bien d'être à la maison. Et après, il y en a qui ont un vrai message politique. On parle d'influenceuses, parfois, ça nous vient vraiment des États-Unis, qui ont des millions d'abonnés, qui disent le rôle de la femme, c'est d'être à la maison. Et qui là, on est très loin du juste je vous montre mon quotidien de femme au foyer, et évidemment pourquoi pas, hein, c'est évidemment aussi désirable qu'un autre mode de vie. Là où ça devient problématique, c'est quand elles disent que c'est ça le mode de vie à adopter, où elles ont un discours très critique du féminisme, où elles disent bah voilà, les féministes nous ont dit qu'on devrait travailler, mais en fait moi j'ai envie d'être soumise à mon mari. Il y en a qui disent bah moi je demande l'autorisation à mon mari avant de sortir, je ne voyage pas toute seule. Donc là on rentre dans des discours qui banalisent en fait un mode de vie qui date quand même un petit peu et qui omet bien sûr les violences conjugales, qui omet la nécessité quand même d'indépendance pour beaucoup de femmes et qui remettent en question ouvertement des siècles de combats féministes. Et ça rencontre un succès, encore une fois, qu'on a du mal à quantifier en France. Aux États-Unis, c'est un succès absolu. Là, par contre, c'est très très clair, parce que c'est cette idée, encore une fois, que le monde d'aujourd'hui est en décrépitude en fait, et qu'il ne convient pas aux jeunes, et donc c'est un refuge, pour moi en tout cas je l'analyse comme ça, c'est un repli sur la sphère domestique, parce que le monde économique, on l'a dit, est violent, il est d'ailleurs beaucoup plus violent pour les femmes, parce qu'il y a de nombreux changements, et donc on se replie dans cette idée d'une époque complètement fantasmée, en plus des années 50-60, évidemment, qui est très compatible avec l'extrême droite, et qui est d'ailleurs, il y a une porosité avec les sphères religieuses, notamment chrétiennes, où on va mettre en avant cette figure de la femme au foyer. Encore une fois, j'insiste, le problème n'est pas qu'il y ait des femmes au foyer, bien évidemment. C'est pas du tout ça que je critique, c'est vraiment la promotion de la soumission aux hommes, avec parfois des propos qui sont à la limite de la culture du viol. Enfin, ça peut aller plutôt loin. Et il y avait une émission sur France Inter à ce sujet. Si vous tapez Tradwives France Inter, il y avait une émission entière à laquelle j'avais participé, où il y avait d'autres personnes justement qui apportaient des exemples très très concrets. Et sinon, vous pouvez taper #Tradwife sur TikTok ou Instagram, et bon courage. Ben voilà, ce sera ma dernière question, c'est de dire on est jeune ou plus âgé, peu importe, on ferme le livre, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? En fait, je pense qu'il y a vraiment deux types de réponses. Il y a cette fameuse réponse politique. J'insiste, on ne peut pas faire reposer les changements à l'œuvre nécessaires sur les épaules des individus seuls. Donc on a besoin qu'il y ait des politiques publiques, que ce soit pour résoudre les problèmes économiques, que ce soit pour les problèmes de précarité. En France, vraiment, une personne sur deux qui fait la queue pour de l'aide alimentaire est une personne qui a moins de 26 ans. Les jeunes sont les premiers exposés à la précarité alimentaire, les premiers exposés aux questions de mal logement. Ils sont dans des logements, pour beaucoup d'entre eux, qui sont insalubres. Ça affecte d'ailleurs considérablement la santé mentale, on l'a dit. Donc à un moment, là, on peut avoir des réponses, tout simplement des politiques publiques qui permettent d'enrayer cette précarité qui est structurelle et qui est grandissante. Donc là, il y a cette question-là. Il y a la question de l'écologie. Encore une fois, on ne peut pas tout faire tout seul. On a besoin d'avoir des réponses à un niveau beaucoup plus national, voire européen.
Et après, il y a toutes les questions de régulation des médias. En France, on est en train, par exemple, de discuter de qu'est-ce qu'on fait avec les écrans, est-ce qu'on limite leur accès pour les plus jeunes. Donc ça, c'est, je pense, des discussions politiques à avoir. Et ensuite, il y a les réponses individuelles. Et vraiment, elles ne sont pas moins importantes. Je pense qu'il faut valoriser ce dialogue intergénérationnel, cette écoute. J'étais très étonnée de la facilité avec laquelle j'ai recueilli ces témoignages. Vous savez, quand on est journaliste, on va un peu emmerder les gens. On leur dit « Bonjour, vous voulez bien me donner 4 heures de votre temps pour une interview ?» Les gens n'ont pas que ça à faire. Donc c'est toujours un peu laborieux de recueillir des témoignages sur quelques thèmes que ce soit, surtout quand c'est des thématiques difficiles. Je n'ai eu aucune difficulté avec les jeunes. J'ai lancé des appels à témoignages en disant « Est-ce que vous voulez me raconter votre vie ?» J'ai reçu des mails de 10 pages de jeunes qui m'expliquaient ce qu'ils vivaient. Parce que ce n'était pas la seule méthode que j'ai faite, je suis aussi allée interroger des jeunes dans l'espace public. J'étais vraiment dans des cafés. Dès que je voyais un jeune, j'étais là, je fais une enquête sur la jeunesse, est-ce que vous voulez me parler? Et en fait, la plupart du temps, mais vraiment l'extrême majorité du temps, les jeunes me donnaient un temps fou pour me raconter ce qu'ils vivaient, parce que tout simplement, ils n'avaient pas d'oreille si attentive que ça dans leur entourage. Et que le simple fait qu'on prenne le temps de leur prêter une oreille compatissante et bienveillante, c'était déjà beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire, d'ailleurs, quel que soit notre âge. Et je pense que commencer par là, c'est déjà énorme. Ensuite, bien sûr, il y a l'investissement, pour qui vous votez, de se poser la question, est-ce que le vote que je suis en train de faire va vraiment assurer l'avenir des nouvelles générations, pour qui, voilà. Et après, toutes les manières d'être citoyen, bien sûr. C'est pour ça que je dis à la fin, où est-ce qu'on place son argent, dans quelle association on va œuvrer, tout ce qu'on peut faire. Mais je pense que déjà, juste les jeunes autour de soi, c'est déjà énorme. Et je terminerai, s'il y a peut-être des chefs d'entreprise parmi nous, ou des personnes qui travaillent avec des jeunes, de ne pas partir avec cette présomption d'incompétence pour les jeunes, de penser que parce qu'ils sont jeunes, ils vont être moins bons, ou qu'ils ne vont être pas sérieux, ou qu'ils vont moins bien travailler, et donc on va rechigner à leur confier des responsabilités. C'est aussi faire confiance aux jeunes de notre entourage, et je pense que c'est très apprécié par les jeunes, tout simplement. Merci beaucoup pour cet échange et vos réponses. Merci de votre écoute. Alors, ce n'est pas fini pour autant. Vous êtes coincés. Il est temps de vous laisser la parole, à vous, le public. Et donc, je pense qu'il y a un